Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Lutte contre la Covid-19, le chef de l'État met fin aux restrictions. L'état d'urgence sera levé à partir de demain, de même que le couvre-feu. Toutefois, il invite les Sénégalais à rester vigilants. Vigilance sur la situation économique du Sénégal. Des lendemains difficiles guettent notre pays. L'économie est durement impactée par la Covid-19. Selon le président Macky Sall, la croissance est en baisse. Le taux est passé de 6,80% à 1,1%. Le consultant économiste Mohamed Dia va même plus loin et craint une autre dévaluation au Sénégal. Bras de fer ce matin devant les locaux de l'ASBEF. Des préposés à la sécurité engagés par la direction ont bloqué l'accès au comité qui devait installer la nouvelle administration nouvellement choisie par le juge d'instruction. Vous aurez également Info Santé, le contradictoire. Voilà pour les titres. Khadissel est à la présentation. Hassan Choun assure la mise en onde. Bienvenue. Levée du couvre-feu et de l'état d'urgence, le président Macky Sall annonce ainsi la fin des restrictions, mais invite les Sénégalais à rester vigilants et à adopter les mesures et comportements barrières pour éviter la Covid-19. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Amadou Moustapha Dian. Le président Macky Sall annonce une chute du taux de croissance et invite les populations à la résilience. Il indique qu'un plan de relance économique est en gestation pour éviter les conséquences de la crise. Il ne faut pas laisser nos vies et la santé économique du pays au virus. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dian. En plus d'être une crise sanitaire majeure, la pandémie Covid-19 affecte durement l'économie nationale. D'après les dernières évaluations, notre taux de croissance économique passerait de 6,80% à 1,1%, voire moins. Plusieurs secteurs de l'économie, comme les transports aériens, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et les loisirs, l'artisanat et le commerce, les produits agricoles sont à l'arrêt ou au ralenti. Voilà pourquoi j'ai mis en place le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, Force Covid-19, doté de 1 000 milliards de francs CFA pour financer le programme de résilience économique et sociale. Ce programme qui vise à renforcer nos systèmes de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et les salariés est en cours d'exécution. À cet effet, le gouvernement me soumettra prochainement un programme de relance de l'économie nationale sur lequel il travaille déjà. Ce programme reposera sur nos bases productives, dont l'agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA contre 40 pour la précédente. De même, la Banque mondiale a octroyé un financement de 150 millions de dollars pour soutenir le renforcement de la résilience et la productivité agricole. Malgré toutes ces difficultés, nous devons rester debout, combatifs et compter sur nos propres forces d'abord, dans une lutte sur deux fronts, celui de la santé et celui de l'économie. Voilà le défi qu'il nous faut désormais relever. Lutter pour préserver nos vies et notre santé et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, En tout cas, le Sénégal va vers des lendemains économiques difficiles selon le consultant économiste Mohamed Dia. Il confirme la récession avec une chute de la croissance à 1% et craint même une autre dévaluation au Sénégal. Nous voici au micro d'Amadou Moustapha Dia. Oui, c'est la récession. C'est la récession dans le monde. C'est la récession particulièrement dans les pays pauvres et le Sénégal n'est pas exclu. Maintenant, d'après ce que le président a dit, la croissance va chuter de presque 5 points ou plus. Donc cela nous montre que le Sénégal ne va pas créer des richesses
assez de richesse. Ma question, c'est comment le Sénégal va financer les autres secteurs? Comment le Sénégal va financer l'informel, les petites et moyennes entreprises et les autres secteurs? Donc, ce sera quasi impossible. Donc, la seule solution, d'habitude, en général, il y a trois façons de le faire. Soit on augmente les impôts, ou on diminue les dépenses en public, ou on imprime plus de billets. C'est-à-dire, si on avait notre propre monnaie, on aurait pu imprimer notre propre billets, ce qui aurait pu créer une inflation, mais c'est mieux quand même que rien. Donc, on ne peut pas augmenter les impôts dans ce cas, et on ne peut pas réduire les dépenses du public à cause du ministère de la Santé qui a besoin d'argent en ce moment, et on ne peut pas imprimer nos propres billets. Donc, cela me pousse à poser une question. D'où est-ce qu'on va tirer ces ressources? La Banque mondiale, les FMI peuvent nous accompagner, mais en contrepartie, ces institutions, c'est elles qui décideront de nos choix économiques. Et c'est la raison pour laquelle les pays pauvres sont toujours pauvres, parce que ce sont les institutions de Bretton Woods qui viennent nous dire quel choix économique à faire, quel choix économique à faire, et ces choix ne sont pas adéquats à nos réalités socio-culturelles, socio-économiques, socio-politiques, si vous voulez. Donc, le Sénégal, en quelque sorte, est en train de reculer durant l'ère Abdou Diouf. Avec le plan Sakolum, c'est la Banque mondiale qui disait au président Diouf qu'il fallait augmenter, faut tout augmenter, afficher les prix réels, diminuer l'effectif de la fonction publique. Et c'était catastrophique, hein? Et cela n'a pas marché. Donc le président a usé du plan Sakolum, qui n'a pas marché aussi. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu dévaluer le franc CFA pour que le Sénégal puisse connaître pour la première fois son histoire une croissance de 5%. Alors qu'avant, c'était 2%, ils sont réduits. Donc, je pense que la solution ici sera une autre dévaluation, sauf retournement de situation. Mais si la pandémie persiste 6 mois à 1 an, donc là, c'est la catastrophe. Je vous le disais dans les titres, le couvre-feu et l'état d'urgence seront levés à partir de demain. Le président Macky Sall annonce ainsi la fin des restrictions, mais invite les Sénégalais à rester vigilants et à adopter les mesures et comportements barrières pour éviter la Covid-19. Amadou Moustapha Dian. Levée de l'état d'urgence et dans la foulée du couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le président Macky Sall passe à l'acte. J'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23h. Tout de même, le président Macky Sall s'empresse d'indiquer que le péril est toujours là et que la Covid-19 guette encore le Sénégal. Que la lutte contre la pandémie n'est pas encore finie. La maladie est toujours là. Toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler durant les mois à venir. Le président Macky Sall va même jusqu'à rappeler les mesures et les gestes barrières pour éviter la maladie. Il nous faut par conséquent redoubler d'efforts dans les attitudes qui empêchent la propagation du virus. Se laver fréquemment les mains, respecter la distanciation physique, éviter les rassemblements non nécessaires, limiter les déplacements et porter correctement le masque. Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus. Le Sénégal, qui selon le président Macky Sall, fait face à un dilemme cornélien. Ne pas laisser nos vies et nos santé au virus, mais aussi ne pas laisser notre vie et notre santé économique au virus. Lutter pour préserver nos vies et notre santé et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale. Coronavirus ou économie, économie ou coronavirus, telle est la question. Le président Macky Sall a fait face ce soir à la nation, c'était à 20h. Il a annoncé la levée du couvre-feu et de l'état d'urgence. À Kaolack, plusieurs ménages se sont laissés en rade dans la distribution de l'aide alimentaire. Plus de 600 familles du quartier Darou Salam dans le désarroi. Ils n'ont pas de délégué de quartier. Les notables imams, femmes et jeunes ont organisé une rencontre pour demander auprès des autorités l'installation d'un délégué de quartier à Darou Salam, Mamoudou Kamara.
Ils sont plus de 600 chefs de famille résidant au quartier Darou Salam qui n'ont pas de délégué de quartier. Les jeunes femmes, les imams et les personnes du 3e âge ont décidé de chercher leur propre chef de quartier qui peut répondre à leurs besoins. Farba Diouf est le porte-parole des habitants du quartier Darou Salam à Kaolack. Pour nous, un délégué de quartier doit être un envoyé, un mandataire, un porte-parole et un représentant de son quartier. Ce même délégué, à nos yeux, sera l'interface entre la population de Sam et les autorités qui sont là. Autrement dit, ce qu'on appelle les porteurs d'enjeux, les autorités administratives, politiques, judiciaires. Ce même délégué également sera en rapport avec les autres notables, même les imams. Ce même représentant ne dira et ne fera que ce que sa population lui pourra dire. Ce qui nous porte à vouloir nommer un délégué, parce qu'on ne sait pas à quelle autorité on est rattaché. Nous n'avons même pas de délégué propre. Vous avez entendu les populations, tantôt quand ils se réfèrent aux délégués de Gawan ou bien aux délégués de Médina, ou bien même de Sam, Ndorong, on leur demande de revoir leur appartenance. Alors que nous avons besoin d'un représentant. Il y a eu des appuis qui ont été donnés ici lors du coronavirus, mais il y a des populations, certaines qui sont laissées en rade et ils ont les mêmes droits que tout le monde. Et on ne comprend pas, on n'a pas vu un délégué, on n'a pas vu un représentant. Moi, je n'ai jamais rencontré un délégué qui se présente quand les populations sont en détresse. Je dis que le chef de quartier aussi doit être un intermédiaire entre les populations. Quand il y a un conflit, on doit voir ou sentir la présence d'un délégué de quartier. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons à déléguer ou bien à nommer un délégué. Mais nous avons quand même nos droits et nous savons par où passer. Nous avons senti aujourd'hui la nécessité de nommer notre délégué. Nous avons saisi souvent les maires qui sont passés, on a saisi également les préfets qui sont passés, mais à chaque fois on est confronté à un problème de démarche. On nous renvoie à d'autres autorités ou bien à d'autres délégués, alors que ces délégués-là, ils ne représentent pas le quartier de Sam. Sur les papiers, même de chaque habitant, on a mentionné jardin maraîcher de Sam. Nous voulons un délégué pour ce qui est appelé jardin maraîcher, autrement dit Sam, qui sera délimité à l'est, le goudron qui mène vers Médina, au nord par le canal, comme l'a dit une dame, à l'est la nationale et à l'est par ce qu'on appelle communément anglais. Le quartier Darou Salam est à cheval entre Sam, Toubandorong, Gawan et Medina Baye. À Kaolack, certains citoyens interpellés sur la question ont constaté dans certains quartiers que le choix des délégués de quartier se transmet parfois de père en fils et dans plusieurs quartiers également, certains délégués de quartier ne prennent pas en charge les préoccupations des citoyens. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Bras de fer ce matin devant les locaux de l'ASBEF, des préposés à la sécurité engagés par la direction ont bloqué l'accès au comité qui devait installer la nouvelle administration. La nouvelle administratrice nouvellement choisie par le juge d'instruction, la directrice qui a interjeté appel suite à l'ordonnance du juge, n'a pas voulu se laisser faire. Les précisions de Pape Maguette Ndiaye, volontaire à l'ASBEF, joint par Marie-Rosélie Ndiaye. Le comité intérimaire de gouvernance était venu ce matin pour procéder à l'installation de l'administratrice nouvellement choisie par le juge d'instruction dans son ordonnance. Et une fois arrivé au portail de l'ASBEF, nous avons été confrontés par le refus des nervis engagés par l'ex-directrice exécutive Myriam Mingou, qui nous interdisait l'accès d'entrée au niveau de l'ASBEF. Et la sécurité que nous avions engagée s'est frottée avec ces nervis-là, et la police est venue pour pouvoir faire une médiation et demander à ce que l'opération soit suspendue, et qu'ensemble qu'on puisse trouver une autre solution afin que la nouvelle administratrice puisse être installée dans ses fonctions. Force reste à la loi. Donc, si le juge d'instruction a fait une ordonnance, donc l'effet est immédiat, et nous, en tant que citoyens sénégalais, qui nous conformons aux lois et règlements de notre pays, donc nous allons appliquer cette décision du juge. Ce que Myriam prétexte, c'est parce qu'elle a fait un appel. Elle dit que l'appel est suspensif, mais néanmoins, l'ordonnance reste applicable jusqu'à ce que le dossier de l'appel soit vidé. Donc, nous sommes convaincus et persuadés que nous aurons gain de cause sur elle, parce que nous sommes en phase avec la loi, et vous le savez plus que nous. Depuis l'année dernière, on est en confrontation, et que maintenant, si nous avons décidé de passer à l'étape supérieure, c'est parce que nous sommes sûrs que nous avons eu raison sur elle, et que maintenant, il faut que force reste à la loi, et que la justice aussi a déjà tranché, et que nous allons appliquer la décision du juge.
Des hommes engagés par la direction de l'ASBEF ont bloqué l'accès au comité qui devait installer la nouvelle administratrice nouvellement choisie par le juge d'instruction. Vous venez d'écouter les précisions de Pape Maguette Ndiaye, volontaire à l'ASBEF. Nos tentatives de joindre la directrice de l'ASBEF sont restées vaines. Contribution à la direction à la gouvernance éducative déconcentrée à Sédhiou, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP évalue le système. Des progrès significatifs sont notés. Parallèlement au nombre de défis à relever, un atelier de partage a réuni les différents acteurs autour des offres éducatives dans l'académie de Sédhiou. Moussa Dramé. Il s'agit en effet d'un atelier de renforcement du dispositif de représentation des organisations de la société civile sur les fondamentaux, orientations et enjeux du groupe national des partenaires de l'éducation et de la formation GNPF, appuyé par Backup Education, pour lequel la campagne mondiale pour l'éducation assure la formation d'agents partenaires. Dans un but plus restrictif, l'atelier vise à élaborer un document de contribution sur les réalités éducatives de l'académie de Sédhiou, a notamment fait observer Abdoulaye Diallo, le coordonnateur de l'antenne régionale de la COSYDEP de Sédhiou. Un document de contribution qui va prendre en compte les réalités éducatives de l'académie. Il fait suite sur le premier atelier relatif au renforcement de capacités en analyse de politique éducative, suivi budgétaire et de leadership transformationnel. Nous avons comme document de référence le rapport académique de performance 2019. Les acquis sont certes notés, reconnaît Abdoulaye Diallo, mais il souligne dans un second temps des défis à relever. D'importants progrès dans la politique de résorption des abris provisoires. L'accès au niveau de l'élémentaire qui prend en compte le genre. Dans la gouvernance, avec la mise en place des organes de gestion, une bonne assise de la petite enfance à travers des initiatives communautaires. Nous avons effectivement des défis à relever liés à la qualité des infrastructures et les délais de livraison. Également au niveau du maintien des filles dans le moyen secondaire. Dans le fonctionnement correct des organes de contrôle interne des établissements, nous avons la formation et le recrutement du personnel communautaire. Sous l'égide de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, ce cadre se veut une plateforme inclusive et opérationnelle de dialogue et de coordination dotée d'un plan d'action déconcentré dans le but de contribuer à une gouvernance participative du système éducatif avec l'ensemble des familles d'acteurs à la base. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM, Sen Radio. La reprise des cours pour les classes d'examen effectives depuis le 25 juin dernier. Des réajustements sont opérés à la fois au niveau du temps de travail et des contenus à maîtriser. Le programme scolaire est modifié pour permettre aux apprenants de terminer l'année académique. Toutes ces dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale découlent d'une large concertation avec les différents acteurs. C'est ce que nous dit notre premier invité, Ngari Faye, le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, joint par Mariam Ndiaye. La rédaction reçoit Ngari Faye. Bonjour, vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. La reprise des cours pour les classes d'examen est effective depuis le 25 juin et les cours s'étaleront pratiquement sur 2 mois. Dites-nous, est-ce que ça a été facile pour arriver à cette situation? Par rapport à cette situation, dans un premier temps, je crois que c'est d'abord se féliciter du dispositif qui a permis cette reprise des cours. En particulier, un hommage aux enseignants, parce que dans le contexte actuel, c'était pas évident. À tous les niveaux, au ministère sectoriel, aux autorités académiques, aux chefs d'établissement, mais surtout aux élèves qui en voulaient. Vous les avez suivis, ils disent que tous, tant qu'ils sont, ils avaient envie d'être évalués pour franchir une étape du système. La reprise des cours aussi par rapport à cette cible a au moins 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'il permet d'éviter d'endiguer le système scolaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à ces pointes qui sont des pointes d'embouteillage, CM2, 3e, terminale, si ça ne passe pas, le système s'endigue, il est bloqué. Tenir les examens permet donc d'aérer le système. Le deuxième niveau, c'est qu'en octobre, si on ne fait rien jusqu'en octobre, on sera confronté à une situation où tous les élèves vont venir en même temps. Et il avait été plus prudent d'avoir une phase pilote de gestion de ces cohortes dans des effectifs maîtrisés pour mieux apprendre, pour mieux pouvoir faire face à une situation dont jusqu'à présent, personne ne peut dire, tant au niveau sanitaire qu'au niveau social, quel sera le niveau de maîtrise de cette épidémie. Apprendre pour mieux pouvoir faire face
je crois que ça le méritait. Et maintenant, concernant la méthodologie, concrètement, qu'est-ce qui va être fait concernant les apprentissages? La méthodologie, elle est très simple. C'est une méthodologie qui allie à la fois le pédagogue et le dispositif sanitaire. Le pédagogique, c'est en termes de réorganisation à la fois du temps de travail et des contenus à maîtriser. Et là, les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation ont déjà travaillé sur ça et ont déposé leurs conclusions, qui sont aujourd'hui dans tous les établissements du Sénégal. Deuxièmement, au niveau élémentaire, les collègues vont travailler aussi dans la même dynamique, en rapport avec les IA, les IF et les chefs de district. L'objectif du ministre, c'est de dire qu'aucun enfant ne doit être laissé en rade. L'enfant qui ne peut pas accéder au numérique accède particulièrement aux documents physiques. Dans la phase préparatoire de la rentrée, on a mis partout des risographes, des photocopieurs pour permettre effectivement à ce que ces cours puissent être disponibles pour chaque élève des cours intermédiaires. Si on regarde maintenant le niveau sanitaire, les classes qui étaient des classes de 60, on les a scindées pour faire des groupes pédagogiques de 20 élèves par classe. Vous l'avez constaté, le dispositif sanitaire en termes de lave-mains, en termes de port de masque, il est effectif. L'autre stratégie maintenant, qui allie les deux, c'est de dire que quand on prend des élèves de terminale qui doivent travailler sur la même discipline, l'organisation interne de l'établissement fait en sorte qu'on peut avoir deux alternatives. La première, c'est que tous les professeurs font la même chose au même moment dans des groupes pédagogiques différents. La deuxième, si le nombre de professeurs ne le permet pas, l'alternative, c'est de dire quand le groupe pédagogique numéro 1 fait à la mathématique, le groupe pédagogique numéro 2 peut faire philosophie, le troisième peut faire anglais. Et dans la journée, il y a une rotation qui permet d'avoir le même quantum à tout le monde. Et maintenant, M. Ngarifey, pour ce qui est des classes intermédiaires, comment se feront les évaluations pour leur passage en classe supérieure? Ça, c'est une réflexion que nous menons. Vous savez que de plus en plus, il y a des standardisations qui ne s'appliquent plus dans le système éducatif depuis des années. En termes d'évaluation de passage, on a des normes et des principes, et les normes particulièrement de performance. Mais par rapport aux dispositifs et aux stratégies, chaque académie a la possibilité et est compétente pour pouvoir dire voilà comment nous pouvons nous y prendre. En termes d'évaluation qui peuvent être des évaluations à l'échelle de l'école ou des évaluations qui peuvent être standardisées à l'échelle d'un district, à l'échelle d'une circonscription IF ou à l'échelle même plus large, régionale, au niveau académique. Mais vous le savez, l'évaluation au niveau des classes intermédiaires, particulièrement, poserait moins de problèmes que l'évaluation au niveau des classes d'examen. Parce que ces classes intermédiaires, même s'il y a des gaps, on a le temps de rattrapage qui nous permet, en relation avec certains dispositifs qu'on pourrait prendre avec les organisations syndicales, avec les parents d'élèves, particulièrement que l'après-Covid nous permette d'avoir une école qui, sur certains aspects, peut être une école qui convienne à n'importe quel type d'urgence. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, on ne l'a jamais vécue par le passé. Ngarifey, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale. Notre second invité est le directeur exécutif de la COSYDEP, Cheikh Mbaw, aborde la problématique de la qualité des apprentissages pour cette année et en ce sens, il trouve qu'il n'y a plus de temps à perdre. Beaucoup de facteurs déterminants sont à prendre en charge pour un système éducatif performant. Cheikh Mbaw avec Ndeye Mariam Ndiaye. Nous sommes avec Cheikh Mbaw, vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP. Finalement, les élèves en classe d'examen ont repris le chemin des écoles. Les apprentissages redémarrent après presque 3 mois d'interruption et le programme initial va subir quelques changements et va être donc réajusté. Selon vous, est-ce que cela n'aura pas d'impact sur le niveau des apprenants? Oui, il faut dire que la problématique de la qualité va devenir un véritable challenge pour le système éducatif dans cette situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre. Et cela doit nous amener à interroger les différents déterminants de la qualité et à voir comment les réajuster. D'abord, un déterminant important de la qualité, c'est le quantum horaire. Vous le savez, avec ce réaménagement, les enfants en classe d'examen vont avoir selon entre 1 mois et demi et 2 mois. Nous avons aussi, et cela va nous amener évidemment à penser qu'il n'est plus permis de perdre du temps. Mais ensuite, qu'il va être difficile, partout où il y a un facteur perturbateur, de maîtriser justement ce quantum horaire. Je parle de facteur perturbateur en pensant par exemple
à la donne hivernage, où des écoles vont être obligées de fermer momentanément à cause des pluies. Le deuxième déterminant pour nous, ce sont les manuels et supports didactiques. Nous le savons, dans cette dynamique, nous devons faire en sorte que nos enfants continuent à consolider les apprentissages à la maison. Et s'il n'y a pas un ratio qui permette à chaque enfant de rentrer avec des supports et manuels, évidemment que le renforcement à domicile va être difficile. Troisième déterminant, c'est le suivi à domicile. Nous avons tous apprécié le travail d'accompagnement des parents durant cette pandémie, mais il s'agira de continuer à encadrer les enfants parce que déjà l'agenda a été revu, l'emploi du temps a été revu et par conséquent, le travail à domicile va être important. Un autre facteur pour nous déterminant de la qualité, c'est la relation pédagogique avec l'effet enseignant. Vous le savez, dans cette période, nos enseignants n'étaient pas préparés à vivre une situation de crise. Donc, il y a une exigence de réorganiser tout le dispositif, les méthodes. Peut-être qu'un dispositif d'accompagnement en termes de formation continue avec des modules sur l'éducation en situation d'urgence devrait pouvoir être aussi un apport pour les enseignants. L'environnement des apprentissages, c'est aussi pour nous un déterminant important. Si vous voulez faire de la qualité, nous devons nous intéresser à tout ce paquet de services. Le paquet de qualité, ça veut dire avoir des toilettes fonctionnelles, des trucs clôturés, avoir de l'eau en permanence, faire face à la cantinisation. L'environnement des apprentissages, au total, est un élément qu'il faut rapidement surveiller en rapport avec les comités locaux de veille. Le curriculum est aussi un facteur important pour nous en termes de programme de formation et d'évaluation. Donc, au total, il y a aujourd'hui une exigence d'avoir un système éducatif qui s'adapte très rapidement à la situation parce qu'il devra faire face à un impératif, ça veut dire la tenue d'examen à des dates déjà retenues, mais à un temps d'apprentissage réduit. Donc, comment combiner ces deux, l'impératif et le temps réduit? Ce sera ça, évidemment, le challenge principal si nous devons, en tout cas, faire face à ce challenge lié à la qualité. Mais aussi, cher Mbow, il faut noter que concernant les examens, ces évaluations vont se dérouler dans pratiquement 1 mois et demi. Est-ce qu'elles vont permettre de bien juger le niveau des élèves? Oui, mais ça, pour le faire, c'est déjà, comme nous l'avons dit, accepter que c'est une situation particulière et travailler à nous accorder sur un seuil minimal de compétences à acquérir. On n'est pas dans une situation parfaite où 100% des programmes antérieurs devront être respectés, mais quel est le seuil minimal de compétences, ce que l'enfant n'est pas censé ignorer, le minimum qu'il n'est pas censé ignorer. Et ça, il faut le faire à travers un protocole pédagogique bien défini. Mais pour ce protocole, justement, il doit être établi à partir d'une situation de référence. Quel est le niveau des enfants au retour de l'école, quand ils sont revenus le 25? Donc, la situation de référence avec un test de positionnement pourrait nous permettre de maîtriser le niveau. Mais ensuite, si on s'accorde sur le seuil, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas ignorer, nous pourrons voir le parcours à faire, qui soit évidemment en termes de compétences minimales, avant d'aller donc vers les examens. Donc ça, pour nous, c'est un élément évidemment qui permettrait d'adresser la question du programme. Nous l'avons tout le temps dit, nous avions un programme encyclopédique où les enfants apprenaient beaucoup de choses et certainement des choses dont ils n'avaient pas forcément besoin. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés, face au temps que nous avons et à l'impératif d'organiser les examens, de rationaliser le protocole pédagogique en ayant évidemment un seuil minimal de compétences à acquérir. Et justement, c'est sur la base de ce seuil minimal que les enfants devront être évalués. Parce que nous le savons, on ne peut pas être évalué sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc il est essentiel aujourd'hui, et ce sera un challenge pour nous important, et très très difficile, c'est comment faire pour que le choix des épreuves par rapport aux évaluations puisse être aussi un choix conséquent, parce qu'en lien avec ce que les enfants auront appris. Et pour ce qui est des classes intermédiaires, c'est comme qui dirait qu'elles sont laissées en rade. Le challenge le plus difficile, c'est justement les classes intermédiaires, parce que toute cette réflexion sur la qualité n'est adressée qu'aux classes d'examen. Mais aujourd'hui, le sort des enfants qui sont dans les classes intermédiaires, ça doit être aussi une préoccupation. Ils ont perdu déjà 3 à 4 mois. Ils vont encore, dans le schéma proposé par le ministère, rester 3 autres mois sans apprendre. Donc cela aussi, c'est un véritable challenge. Et il faudrait évidemment qu'on puisse anticiper dès à présent en organisant des rencontres autour de cette question de la qualité pour les classes intermédiaires. Cher Mbow, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP. Je vous remercie.
Votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le ministre de la Santé a réceptionné un important lot d'équipements de protection individuelle et collective. Cet équipement est destiné à la direction de la santé de la mère et de l'enfant, aux régions médicales d'intervention du programme dans les axes nord, centre et sud, au district sanitaire de Popenguine et à la commune de Gueltapé-Fas-Koloban. Cette contribution de l'UNFPA sur financement du Canada et du Luxembourg s'inscrit dans le cadre global de l'appui du système des Nations Unies au plan national de la riposte contre la COVID-19 d'un montant de plus de 642 millions. Cet équipement est composé de gel hydroalcoolique, thermoflash, lunettes, combinaisons à usage unique pour le personnel soignant, sacs à poubelle pour la gestion des déchets, gants d'examen, gants stériles, tubes de prélèvement, eau de javel, savon, mais aussi des masques qui peuvent sauver des vies. Dans le département de Nioro-du-Rip, les femmes des 15 communes ont collecté plus de 17 000 masques pour les redistribuer aux personnes vulnérables. La cérémonie officielle de remise a été présidée par le préfet du département de Nioro en présence du maire de la commune. Correspondance Mamadou Camara. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les femmes leaders du département de Nioro ont collecté des masques pour ensuite les redistribuer à titre de contribution aux personnes vulnérables du département. L'honorable député Djema Ndiaïba, par ailleurs, point focal des femmes leaders du département de Nioro, s'explique. Une initiative de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Il s'agissait de procéder à une remise officielle à monsieur le préfet du département de Nioro, en présence du maire de la commune de Nioro, une remise officielle des masques que nous avons collectés. Les femmes du département de Nioro ont collecté de manière solidaire, de manière engagée 19 798 masques, alors que le quota qui nous était imparti était de 17 832. Je voudrais ici témoigner toute ma satisfaction à l'endroit de ces braves femmes, mais également les féliciter et les encourager sur cette dynamique qu'elles ont manifestée lors de cette première phase de collecte des masques. Ce qui est de la distribution, nous avions reçu des orientations du niveau national, en l'occurrence de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, des orientations qui nous demandaient de tenir compte des principes d'équité, de solidarité, mais également de prendre en charge des cibles vulnérables au-delà des quotas affectés à chaque commune, selon le poids démographique de la commune, c'est-à-dire selon le nombre de villages qui composent cette commune. Nous avons tenu compte vraiment des cibles telles que les personnes vivant avec le handicap. Nous avons ciblé les mosquées, les églises. Nous allons tenir compte également des familles vulnérables, les conducteurs de Jakarta, avec cet hivernage, les lieux de distribution des semences, des intrants et des engrais, certaines institutions avec les crédits de campagne. Toutes les femmes du département de Nioro se sont mobilisées pour mener une vaste campagne de sensibilisation afin de barrer la route à la COVID-19 dans tout le département de Nioro-du-Rip. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Le rappel des titres, le chef de l'État met fin aux restrictions. L'état d'urgence sera levé à partir de demain, de même que le couvre-feu. Toutefois, il invite les Sénégalais à rester vigilants. Vigilance sur la situation économique du Sénégal. Des lendemains difficiles guettent notre pays. L'économie est durement impactée par la COVID-19. La croissance en baisse selon le président Macky Sall. Le taux est passé de 6,80% à 1,1%. Le consultant économiste Mohamed Dia va même plus loin et craint une autre dévaluation au Sénégal. Le bras de fer ce matin devant les locaux de l'ASBEF, des préposés à la sécurité engagés par la direction ont bloqué l'accès au comité qui devait installer la nouvelle administratrice nouvellement choisie par le juge d'instruction. Info Santé, le contradictoire ont bouclé cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de nous avoir suivis et restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio.